Le printemps peut sembler être une saison ingrate autant pour les promenades que les paysages, que la cueillette en apparence. Puis là, je parle du printemps pré-floraison et post-neige, donc entre la mi-avril puis la mi-mai au Québec. C'est un moment où, pour certains d'entre nous, la nature devient comme un peu invisible. On voit dans la forêt une bouillie de racines, de branches nues, de boue, de feuilles, mais vraiment rien qui attire l'œil, pas comme un champ de lavande ou un beau magnolia, comme ils savent eux si bien attirer l'œil un mois plus tard. Pourtant, il y a tout plein de trésors à découvrir quand la neige fond. C'est là où on devrait être le plus excité de voir la nature, en fait. Mais notre œil d'individu du 21e siècle est comme ça en général. Il voit pas toute la biodiversité autour de lui, surtout pas au Québec où la nature n'est pas aussi abondante à notre œil que dans une forêt tropicale, par exemple. Mais moi, ce que je trouve le fun avec le printemps, c'est que chaque semaine, il y a quelque chose qui apparaît puis quelque chose qui disparaît. Donc aujourd'hui, sur la chaîne de Bravo Mode, on part à la cueillette printanière, et on va découvrir les petits trésors cachés que peut avoir cette forêt des Cantons de l'Est. Bienvenue dans ce vlog de cueillette printanière. Si je dis vlog, c'est parce que cette vidéo a été tournée sur un mois environ, je dirais du 10 avril au 10 mai. Et oui, en ce moment, je suis à la campagne, visiblement. Je suis au chalet de mes parents. Je l'ai expliqué sur Instagram. Dans le fond, j'y suis allée à coup d'une semaine depuis le début du confinement. Je gardais ça super discret au début pour pas que ce soit mal interprété, mais c'est une zone, une région. En fait, en ce moment, on est dans la MRC de la Montérégie. C'est une région qui n'est pas fermée du tout. Et évidemment, moi, je croise pas mes parents. Mes parents sont pas là. Je suis juste avec mon copain. Je ne vais pas à l'épicerie. Parlant d'épicerie, ce que je trouve le fun avec cette vidéo-là, c'est que le but de mon copain Gabriel et moi, c'est de rester le plus longtemps possible ici, sans bien sûr avoir à faire l'épicerie. Donc, je trouve ça vraiment le fun de parcourir la forêt puis de trouver des choses qui vont nous aider à nous sustenter. Autre petite chose, je ne suis pas botaniste, je ne suis pas écologiste, je ne suis pas une cueilleuse professionnelle, mais je lis vraiment beaucoup depuis un petit bout là-dessus. D'ailleurs, sur Instagram, vous avez été beaucoup à me demander c'était quoi ce livre-là, Plantes sauvages printanières. C'est un livre qui appartenait à la base à ma mère et qui me l'a prêté, donné, je sais pas. Ça a été publié en 1975, puis le dernier tirage qu'il y a eu, le 5e, c'était en 1979. Donc, je ne sais pas s'il existe encore. Ça s'appelle Plantes sauvages printanières de Gisèle Lamoureux et collaborateurs. C'est vraiment une belle petite bible. Et déjà, on parlait des plantes qui étaient en voie d'extinction en 1975 et qui le sont toujours aujourd'hui. Donc, c'est assez avant-gardiste selon moi. Et d'ailleurs, je vais vous parler de certaines plantes menacées aujourd'hui, dont il faut faire attention lorsqu'on cueille. Allez, petit chaperon rouge, on est prêt. En fait, quand j'ai dit que les images avaient été tournées entre le 10 avril puis le 10 mai, c'est vrai. C'est juste que quand je suis venue au chalet entre le 10 avril puis le 17 avril, mettons, il y avait que dalle dans la forêt à manger. En fait, les seules choses que j'ai pu trouver, ce sont des racines de pissenlit et puis du tussilage, qui est excellent en infusion et dont j'ai parlé sur Instagram. En fait, les images que j'ai tournées à la mi-avril, ce sont des images que vous pouvez retrouver dans ma vidéo dans 30 ans. C'est un petit peu finalement pour ça que je les ai utilisées. Sans le vouloir. Donc, à part les racines de pissenlit puis le tussilage, ça a pas mal tout été cueilli comme entre le 6 puis le 10 mai. Mais vu que le tussilage puis des racines de pissenlit, il y en a encore pas mal, je vais en parler à la fin de la vidéo. OK, là, ça c'est dit, la vraie cueillette commence. Alors, je pouvais pas commencer cette capsule-là autrement qu'en parlant de la tête de violon. Donc, la tête de violon, c'est pas mal le symbole forestier du printemps. Toutefois, est-ce que vous saviez que c'était menacé? Eh oui, on en cueille à outrance pour les grands restaurants. Qu'est-ce que j'ai dans les lunettes? La terre. Une bébite. Va-t'en. Donc, vous le savez sûrement, les têtes de violon, ce sont des fougères, des bébés fougères qui sont encore enroulés. Il y a plusieurs variétés. Il y a les fougères d'autruche. Moi, ce que j'ai ici, je pense que c'est de l'osmonde cannelée. C'est ça? Ouais, osmonde cannelle, en fait. Donc, ce qui les différencie des fougères d'autruche, c'est qu'ils ont un petit duvet blanc dessus. Donc, les têtes de violon sont menacées, mais la récolte commerciale est permise. Par contre, jusqu'à quand? Là, aujourd'hui, je trouve qu'elles sont un peu trop petites. J'ai envie d'attendre encore une journée ou deux. Il y en a qui sont très minces. De ce que j'ai lu, c'est le fun d'attendre qu'elles soient entre 10 et 20 cm environ. Donc, on les trouve pas mal partout au Québec. Vous pouvez les trouver dans les forêts humides, près des cours d'eau. Ici, je ne pourrais pas dire que c'est une forêt humide, donc il n'y en a pas à outrance, comme à certains endroits, donc c'est pour ça que je ne vais pas en cueillir beaucoup. Alors, on a ici les rétrons d'Amérique. Comme vous voyez, c'est facile à reconnaître. Ces feuilles sont un peu mouchetées. Un peu plus tard au printemps, on va voir apparaître une belle fleur souvent jaune. Comme là, ici, on voit qu'il y a un bourgeon qui est sur le point d'éclore, peut-être dans une journée ou deux. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les feuilles.
Donc même si on a beaucoup, dans toute cueillette, on essaie toujours de cueillir un plant sur 3. Pourquoi 1 sur 3? Parce qu'il faut en laisser un pour les animaux, les oiseaux, les insectes, et il faut en laisser un pour que la plante se reproduise. Dans mon cas ici, je fais pas de cueillette commerciale, donc j'ai pas besoin d'en cueillir 1 sur 3. Je vais même en cueillir 1 sur 15. Petite parenthèse, il y a ici ce que je pense être une magnifique trille ondulée. On voit que le bourgeon va éclore dans quelques jours. Je vais revenir pour voir elle est quelle couleur la fleur, blanche, rose ou jaune. Il y a plusieurs différentes trilles, puis c'est très commun au printemps. Les petites pousses pourraient se manger cuites comme des légumes, mais là, ça, c'est pas une petite pousse, c'est plus un adulte. Donc, je ne vais pas l'accueillir. Mais si jamais vous voyez quelque chose avec 3 grandes feuilles comme ça, puis que c'est une petite pousse, puis que vous êtes mal pris, ben ça peut se manger, mais de préférence cuit. Là, on est rendu à la 2e espèce menacée, qui est l'ail des bois. Mais il faut bien que j'en parle parce que c'est pas mal juste au printemps qu'on peut discerner les feuilles. En fait, c'est une des premières feuilles super vertes qu'on peut apercevoir en forêt à partir de la mi-avril. Aujourd'hui, on est le 6 mai. Et l'ail des bois prolifère chez mes parents. Je pense que juste sur le terrain du chalet à mes parents, il y a comme 1000 plants au moins. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai écrit là-dedans? Alors, ail des bois. Pourquoi est-ce que c'est menacé l'ail des bois? Parce que quand on arrache le bulbe, bien, c'est la mort du plant tout simplement. Parce que ce qu'on mange, l'ail, c'est son bulbe. Par contre, on peut très bien manger les feuilles. Et là, pourquoi il y en a autant cette année? Bien, normalement, avant qu'un plant atteigne sa maturité, ça prend 7-8 ans. Donc, d'après moi, c'est comme la première année où il y en a autant. Ni ma mère ni moi, on a vu autant d'ail des bois sur le terrain de notre vie. Si je les arrache tous, bien, ça va prendre un autre 7-8 ans avant qu'ils arrivent à cette taille-là. Donc, on va prendre quelques feuilles parce que les feuilles sont très goûteuses. Comme juste là. J'en prends, là, puis ça goûte un peu la ciboulette, mais avec un petit goût d'ail. Évidemment, on ne coupe pas toutes les feuilles parce que ça aide à la plante de survivre, mais on peut en couper quelques-unes. Donc, c'est certain que la texture d'une feuille est moins intéressante que la texture d'un bulbe d'ail qui est râpé. Donc, comment on va utiliser ça? Il y a beaucoup de pesto, de feuilles d'ail des bois. Donc, vous mettez ça avec vos herbes préférées ou tout simplement de l'ail des bois si vous êtes game. On peut en couper finement dans nos sauces, puis passer ça au blender. On peut bien sûr en mettre dans nos bouillons maison. Ça va goûter l'ail de façon assez proéminente. Mais si vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir des petits bouts de feuilles dans vos plats, vous pouvez tout simplement les couper en lanières puis le faire cuire à la poêle. En fait, vous allez trouver de l'ail des bois dans des grands restaurants ou genre l'émission Les Chefs. Mais le commerce, comme dans les magasins de l'ail des bois, est interdit depuis 1995 au Québec. Puis c'est difficile à faire cultiver chez soi, mais on peut quand même aider à ce que ça prospère en comme étendant plusieurs feuilles ou plusieurs graines partout autour de nous pour qu'il prolifère. Mais je pense que l'ail des bois, on a le droit, mais d'en avoir comme 50 plants maximum. En intro, je vous ai présenté mon livre de cueillette de prédilection, mais il y a aussi le livre Forêt qui est plus moderne, qui a été publié en 2019 par Gérald Legal et Ariane Legal. C'est plus un livre de recettes. On trouve genre 200 recettes avec des aliments de la forêt, toutes saisons confondues. J'aime aussi répertorier les plantes forestières que je connais puis que je découvre dans mon petit grimoire. Donc, je mélange les connaissances des deux livres, puis ça m'aide à apprendre par cœur les propriétés puis l'apparence de ce que je trouve dans les bois. Un pic-bois. Si vous suivez comme moi sur YouTube la Suédoise Jonna Jinton, ben là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Donc, tu t'inspires-tu genre à ce point-là d'elle? » La réponse est oui. C'est ma plus grande inspiration. Ça fait peut-être 2 ans que je la suis, puis j'ai pas la prétention de faire comme elle parce qu'elle est photographe. Donc, j'ai pas du tout les mêmes skills visuels. Autrement dit, j'ai pas de skills visuels. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Mais cette fille-là, si vous la connaissez pas, tu sais, sans le vouloir, elle parle d'écologie parce qu'elle habite dans un mini-village dans le nord de la Suède de façon assez minimaliste. Bon, c'est une artiste qui fait 1001 choses. Son mari fait des bijoux, elle fait de la peinture, elle vend ses photos. Mais ses vidéos sont juste tout simplement extraordinaires. Puis si vous avez de la misère à reconnecter avec la nature en ce moment, surtout en période de confinement, ben je sais que ça tire à sa fin, mais quand même, allez voir les vidéos de Jonna Jinton. Elle met en scène la nature comme personne ne sait le faire. Alors, il y a plusieurs érythrones ici, mais entre les érythrones, il y a des petites fleurs blanches tirant vers le lilas.
Mais c'est pas des fleurs d'érythrone, c'est juste qu'ils poussent en compagnonnage avec eux, donc visiblement ça les aide. Mais tu sais qu'il y avait comme un animal. La question c'est qu'est-ce que c'est? Là, je pense ici à de l'houstonie. Ça ressemble tellement, regardez. Par contre, ça a 4 pétales et ça en a 5. Alors là, il faut que je trouve une petite fleur blanche à 5 pétales. Ah, c'est tellement fun. Et après ça, on va voir est-ce que ça peut se manger, est-ce qu'il y a des propriétés médicinales en infusion. Ah, anémone, ça a 5 pétales. Mais c'est pas les mêmes feuilles, c'est juste des petites feuilles très simples. Ah, c'est la Claytonie. Genre dédié à John Clayton, botaniste américain de Caroline. Au début du printemps, c'est une plante vivace. Les bulbes profondément enfouis sont riches en amidon et se consomment crus, rôtis ou bouillis. Ils remplacent les pommes de terre dans les soupes, les salades, les jeunes tiges et feuilles crues, agrémentent les salades du printemps. Lorsqu'elles sont plus avancées, il faut les cuire avant de les manger. Je trouve qu'il n'y en a pas assez pour que j'en cueille, mais si je vois un champ plus tard dans la journée ou demain, je vais peut-être me permettre de prendre 1 ou 2 fleurs pour peut-être une salade ce midi. Toutefois, je ne vais pas prendre le tubercule, la racine, parce que c'est pas nécessaire. C'est pas comme si en ce moment j'avais besoin de me nourrir, mais si j'étais perdue en forêt au printemps et que je voyais de la Claytonie d'Amérique, ben je prendrais les bulbes puis je ferais bouillir ça comme des patates là, sur un petit feu de camp. Il y a de l'érythrone partout. C'est un gazon d'érythrone dans la forêt. Jeudi, le 7 mai. Je trouve que ces têtes de violon-là sont parfaites. Il y a full d'abeilles dans la forêt, fait que ça fait juste me confirmer que je vais essayer de pas prendre les fleurs des Claytonies parce que je me dis, qu'est-ce qui butine en ce moment? Quelques trilles, quelques érythrones et des Claytonies. Il n'y a rien d'autre en fleurs. Jeudi, le 7 mai, et je vois les petites fleurs d'érythrone ouvrir. Ça fait 20 ans que mes parents ont le chalet. Je pense pas que je suis déjà venue ici. Ben, coudonc. Imaginez si j'avais un drone comme Yuna Yinton. Je suis de retour dans la forêt. La question est, où est-ce que j'ai mis ma caméra? Pas celle-ci, l'autre. Bingo! On va aller voir les têtes de violon sur le terrain de mes parents. Ils ont grandi. Donc, dans le frigo de Gabriel et moi, il ne reste plus de légumes verts. Donc, aujourd'hui, on va se faire une toute petite portion de légumes verts avec des érythrones, avec des têtes de violon et un petit peu d'ail des bois. Comme je dis, c'est pas une nécessité parce qu'on a plein d'autres légumes. Donc, j'ai pas fait exprès d'en cueillir 10 000 pour qu'on ait des portions toute la semaine. Si jamais vous êtes mal pris et qu'on est début mai, ben lâchez-vous là sur les érythrones en particulier. Comme vous avez vu, c'est abondant, du moins dans les montagnes. Avant de tout expliquer, on va faire tremper les têtes de violon. Donc là, j'ai 2 sortes de têtes de violon, comme vous avez pu voir. J'ai les osmondes cannelle, celles les plus grosses avec du petit poil. Puis j'ai les plus petites ici, OK? Qui en ce moment vont pas très bien. Une des premières affaires que je peux vous dire, c'est dès que vous cueillez un légume, une feuille, faites-le cuire directement. Parce que là, vous voyez, ça, je les ai cueillis ce matin. Puis ils sont tout rabougris. J'ai beau essayer de les tremper dans l'eau, de les mettre au frigo, de pas les mettre au frigo. Ils deviennent rabougris alors que celles-là ont été cueillies dans la dernière heure. Après, moi, je pense pas que c'est très grave qu'elles aient été cueillies aujourd'hui même. De toute façon, je vais les faire bouillir. Ensuite, l'ail, ça va venir après. Donc, on va commencer par faire bouillir une casserole d'eau. Une toute petite casserole. Parce que c'est des tout petits légumes. Parce que vous le savez sûrement, les têtes de violon, ça peut être toxique cru. Donc, il faut bien faire attention de les faire bouillir, non pas 1, mais 2 fois. Quant aux érythrones, c'est pas mortel de les manger juste comme ça, mais dans tous les livres et les sites internet que j'ai lus, il faut les faire bouillir 1 fois, pas 2. Tu peux aussi manger les fleurs d'érythrone dans une salade. Pour l'instant, je trouve pas qu'il y a assez de fleurs dans les bois pour que je puisse me permettre de faire une salade. Et c'est aussi que ça fleurit 1 fois tous les 10 ans. Donc, si je voulais vraiment faire une cueillette écologique, ça n'aurait pas vraiment de sens que je commence à cueillir toutes les fleurs que je vois, surtout à ce stade-ci. Au niveau médicinal, les érythrones n'ont pas tant de propriétés, si ce n'est que du petit jus à l'intérieur de leurs feuilles qui, selon certaines coutumes autochtones, peuvent soulager des petites graffinures, des petites plaies ouvertes. Donc là, je me suis full graffiné les jambes aujourd'hui à force de courir dans les bois toute la journée. Donc j'en ai mis sur mes jambes. J'ai comme fait sortir le jus, puis c'est vrai que ça soulage. Maintenant que ça c'est dit, ça fait 10 minutes environ que mes petites têtes de violon trempent. On va pouvoir juste enlever un petit peu le petit duvet dessus.
Pareil que dans certains endroits dans le monde, je pense que c'est en Asie, ils utilisent ça ici pour faire genre des manteaux de laine ou quelque chose comme ça. Pour les autres têtes de violon ici, je vais essayer d'enlever les mini écailles brunes. C'est plus du duvet brun. Ils vont pas full bien. Mais je me dis, si j'ai fait bouillir 2 fois, c'est pas la fin du monde. Alors là, mon eau est en train de bouillir. Selon les recommandations de la MAPAC, on devrait faire cuire, en fait, on blanchir premièrement les têtes de violon et ensuite les faire bouillir une quinzaine de minutes. Moi, vu que je les ai pris sur le bord de la route, donc ils n'ont pas été transformés d'une certaine façon, juste pour être sûr, je vais peut-être le faire 18 minutes. Et les 3 dernières minutes de la cuisson, je vais faire bouillir mes érythrones en même temps. Ah oui, avant tout, un petit peu comme pour les pâtes, on va mettre pas mal de sel, ici. Ça n'a pas de bon sens. Depuis le début de la vidéo, je viens de voir à quoi ressemble mon rouge à lèvres. Ça devrait être interdit de filmer comme ça. La gang, je sais pas, je m'excuse, ça me tente pas de recommencer parce que là, je viens de mettre mes têtes de violon dans l'eau. Mais c'est juste parce que là, je faisais un quiz sur Instagram, puis j'ai pas regardé après, puis après ça, je me suis mis du lipsil, puis j'ai oublié que j'avais du rouge à lèvres rouge. Hey, je suis désolée, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas de bon sens. 3 minutes. Avec ce que vous voulez, de l'huile, du beurre vegan, peu importe. Donc, avec quoi est-ce qu'on va faire cuire ça? Oui, avec de l'huile, etc., mais avec de l'ail des bois. Fait qu'on le coupe en tout petits morceaux, notre ail des bois. On va mettre l'ail des bois ici avec notre huile et notre beurre. Et on va ajouter nos légumes. C'est vraiment comme les épinards, là, les érythrones. Ce que je vous montre, c'est un canevas, là. Vous êtes sûrement meilleur que moi en cuisine, là. Bon, ben ça fait une mini portion de légumes verts. Mais c'est des légumes verts de la forêt. Pour vrai, ça sent super bon. Ben, premièrement, ça sent l'ail, juste avec des petites feuilles d'ail, des petits bouts de feuilles d'ail inoffensives. Tête de violon, érythrone. C'est l'heure de goûter. C'est full bon. Bon, tu pourrais prendre une fourchette, là? C'est vraiment étrange, le printemps au Québec. Une journée, tu vas gambader à manches courtes dans les bois, puis l'autre, tu te réveilles, puis on dirait que c'est le matin de Noël. On n'est pas le 25 mars, on est le 5 mai. Souvent, les gens sont dégoûtés par le retour de la neige au printemps, mais il faut voir ça comme quelque chose de spécial, surtout de temporaire si vous n'aimez pas ça. Tu sais, c'est la Terre qui ressent le besoin de se refroidir encore un peu. Puis rien dit que le lendemain, elle ne fera pas toute fondre cette neige-là avec un soleil qui va vous rappeler vos plus beaux jours d'été. Bon, alors là, mon but aujourd'hui, c'est d'aller déterrer des bulbes de pissenlit pour les faire rôtir au four. Mais là, comme vous voyez, aujourd'hui, c'est un petit peu la pagaille. Puis je me suis dit, oh, merde, je vais devoir abandonner le projet. Mais non. Là, je pense que vous allez voir c'est quoi le vrai printemps au Québec. Puis je vais essayer quand même d'aller déterrer des pissenlits malgré la neige. On va aller faire cuire ça. Donc, il faut comprendre que le pissenlit, c'est vraiment notre ami. Tout d'un pissenlit se mange, des feuilles, des fleurs jusqu'à la racine. Et ça a des propriétés, on le sait, diurétiques, pissenlit, pissenlit, et des propriétés digestives. Comme dit Boucard Diouf, une mauvaise herbe n'est qu'une plante dont l'humanité n'a pas encore découvert les vertus. Ce qui est bien avec le pissenlit, c'est qu'il y en a vraiment partout. Donc peut-être que vous savez déjà qu'on peut manger les fleurs en salade, mais saviez-vous que les feuilles et les racines se mangeaient aussi? Bon, tout peut se faire en infusion, avant un repas, après un repas, pour digérer, etc. Mais là, aujourd'hui, je vais faire bouillir les racines et les faire griller à la poêle. Donc c'est très important de prendre la racine avec une petite truelle, une petite pelle, et non pas l'arracher par les feuilles, parce que là, il y a des grosses chances que vous arrachiez juste les feuilles puis que vous ayez perdu un pissenlit. Donc on commence par laver bien les racines de pissenlit. Comme on voit, c'est des toutes petites racines, donc vous n'allez pas faire un festin, mais en apéritif, ça peut se manger super bien. Donc après les avoir lavées, on va couper les feuilles des racines, évidemment. Les feuilles, vous les gardez pour plus tard, puis vous allez les cuisiner exactement comme j'ai cuisiné mes érythrones. Un petit peu comme une carotte, on va la peler pour une texture plus intéressante. Ça enlève un petit peu d'amertume aussi. Ensuite, on va aller les faire bouillir tout simplement entre 10 et 15 minutes, dépendamment de la quantité. La quantité de pissenlit. Donc, pourquoi on va les faire bouillir? Tout simplement pour enlever peut-être tous les résidus de terre, peut-être d'insectes, désolé, etc. Mais surtout pour enlever l'amertume. C'est toujours bien de les cueillir au printemps. C'est pour ça que c'est inclus dans ma capsule cueillir en forêt au printemps. Parce qu'elle va être moins fibreuse à ce qui paraît. Parce que bon, la sève va commencer à couler ou quelque chose comme ça. Là. Bon, alors ça doit faire 15-20 minutes. Le liquide est jaune. Ah, j'aurais dû vous montrer ça trop tard. On va les effiler encore un petit peu. Puis les couper en petits morceaux.
Puis on va faire cuire ça dans une poêle avec de l'huile et un peu de sirop d'érable. Il y a beaucoup de recettes qui vont suggérer avec miel, mais je me suis dit, moi, pour version végane, on va faire ça au sirop d'érable. Ça peut être une petite garniture aussi sur du riz, sur une salade. Et oui, je suis encore en bas de pyjama. Tiens, on va même rajouter un peu de sauce soya pour le fun. Faites-les revenir vraiment juste 2 minutes, juste pour qu'ils s'imprègnent du goût. Il y a plein de racines qu'on peut manger en forêt. Il y a le nacre bisannuel qui est dans le livre forêt, puis c'est une de mes anciennes collègues du cégep qui m'a proposé ça sur Instagram cette semaine. Elle en cueille dans son chalet dans les Laurentides. Je vais vous montrer la photo qu'elle m'a envoyée. Moi, j'en ai pas trouvé ici à date, mais ça se peut très bien que vous, dans votre coin, vous trouviez cette plante-là. Et elle dit que sur le barbecue, ces racines-là, c'est vraiment excellent. Ça se cueille autant au printemps qu'à l'automne. Donc, c'est pas vraiment des chips. Au final, pour faire des chips, il aurait fallu que les racines soient plus grosses puis que j'y fasse au four probablement, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a tout plein d'alternatives. C'est drôle parce que, je sais pas si vous connaissez l'expression manger les pissenlits par sa racine, ce qui veut dire qu'on est mort. Ça veut pas dire que les racines de pissenlit sont mortelles, pas du tout, c'est juste que des fois, elles sont tellement longues, les racines de pissenlit, qu'ils peuvent atteindre des cercueils, des morts, etc. Donc, c'est une expression comme une autre, mais c'est très digeste. En fait, c'est plus que digeste. C'est super bon. C'est comme un mélange de panais, topinambour, la texture avec le sirop d'érable, c'est cœur. Puis pour vrai, on sent un mini peu d'amertume, un petit peu comme dans un panais ou un topinambour, mais ça s'arrête là. Pour le tissulage, c'est super simple. C'est une des premières fleurs qui apparaît au printemps. Comme vous pouvez voir, ça ressemble au pissenlit. C'est de la même famille, mais c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'aime bien les cueillir pour mes infusions. J'en fais sécher pour en avoir tout le printemps. Puis il y a plusieurs personnes qui aiment utiliser les feuilles pour les faire brûler, les émietter puis l'utiliser comme sel. À ce qui paraît, ça a un goût très salé. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo sur la cueillette en forêt au printemps au Québec. Si vous avez aimé ça, dites-le moi en commentaire, puis dites-moi si vous avez envie que j'en fasse une l'été et l'automne. Il y a une chose dont j'aurais aimé parler puis que j'ai pas fait, c'est l'eau de bouleau, la sève de bouleau, que d'ailleurs Yona Yinton utilise beaucoup. J'ai essayé de le faire il y a comme 2 semaines selon une petite méthode qui était de casser une branche, puis essayer de récolter la sève à partir de la branche juste pour une toute petite portion pour pas driller dans l'arbre, puis ça n'a pas fonctionné. J'ose pas le refaire à ce temps-ci de l'année parce que je veux pas laisser un arbre pour rien. Mais l'eau de bouleau, c'est vraiment simple au printemps. C'est plein de vitamines pour un peu nous redonner les vitamines qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir pendant l'hiver. Normalement, on fait un petit trou avec une drille au-dessus d'un bouleau, à peu près 1 mètre. C'est ce qu'on m'a dit, puis c'est ce que Yona Yinton fait. Puis on met comme une petite paille avec un petit seau, puis on le récolte à chaque jour. Ce qui est le plus important, évidemment, c'est de reboucher le trou en affûtant une branche pour pas que l'arbre continue comme de saigner, si on veut, puis qu'il devienne malade. Si je l'ai pas fait dans cette vidéo, c'est bon. Parce que je l'ai jamais fait, mais surtout parce que j'ai pas de drill en ce moment. Puis même si j'en avais une, je veux comme être certaine de le tester vraiment bien avant de faire une vidéo. De toute façon, il y en a tout plein, je pense, des vidéos d'autres boulots sur YouTube. De toute façon, je vais vous mettre celle de Yona Yinton en lien dans ma description. Mais si, par exemple, vous êtes perdu en forêt lors d'une apocalypse, vous n'avez pas d'eau, puis vous n'êtes pas game de prendre l'eau d'un ruisseau parce que notre système n'est pas habitué, puis que vous avez genre une drill ou juste des outils spéciaux, ben vous pouvez juste faire un trou dans un bouleau puis obtenir un petit peu de sève. C'est genre 10 litres par jour qu'il peut donner sans tomber malade, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, les oiseaux sont toujours là, c'est extraordinaire, il fait tellement beau aujourd'hui. Si jamais vous avez déjà mangé un des aliments que j'ai fait cuire ou que j'ai cuisiné, dites-le moi aussi en commentaire. Je suis curieuse de voir comment vous avez trouvé ça. D'ailleurs, cette semaine, il y a les trappeuses qui ont publié un article sur leur blog sur la cueillette éco-responsable. Ça donne comme ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit pendant la vidéo, mais il y a plein de petits points qui ont abordé qui sont intéressants. Donc, je vais aussi vous mettre le lien dans ma description. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je sais pas trop si c'était complètement hors sujet pour vous, mais pour moi, c'est très environnemental de parler de la cueillette éco-responsable en forêt et de se rapprocher de la nature puis de comprendre la vraie biodiversité au printemps au Québec.